Voilà, nous reprenons notre programme avec l'intervention de Yann de Feraudy, que je remercie de faire le déplacement pour participer à cette 10e édition. Je voudrais dire juste quelques mots sur Yann, qui, depuis janvier 2020, est président du conseil d'administration de France Supply Chain, l'association de référence des dirigeants de supply chain. Avec son équipe, il travaille au rayonnement des métiers de la supply chain et au partage de bonnes pratiques pour améliorer la performance, la compétitivité et la rentabilité des entreprises en la matière. Pour le connaître un peu mieux, Yann de Feraudy a une expérience de plus de 20 ans en tant que dirigeant, notamment en qualité de directeur général adjoint aux opérations IT du groupe Rocher, ayant la responsabilité des achats, de la fabrication, de la supply chain et la direction informatique du groupe. Yann a commencé, disons, sa carrière en tant que stagiaire pour le directeur de la logistique de Danone, puis a passé 10 ans dans le secteur du conseil. Il a rejoint ICE Logistics, actuellement Kuehne + Nagel, en 1995, où il a géré plusieurs grands projets d'externalisation. Yann est diplômé de l'ESSEC. Il a récemment publié un livre pour des managers durablement responsables avec le philosophe et professeur Bernard Guéry. Voilà, une petite présentation de Yann. À toi la parole pour nous parler de cette thématique ô combien importante que représentent les enjeux de la supply chain. Merci Yann. Est-ce qu'il y a un endroit pour appuyer sur... Ils vont te passer... faire. Ah bah voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est important. C'est moi qui le... Je passe ou... أجي الشريف الله يخليك باش نشوف واش خدام. Ah bah voilà, super. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très touché de l'invitation que m'a adressée Ali. Donc, comme il m'a introduit, je préside aujourd'hui donc France Supply Chain. C'est une association qui regroupe 450 très belles entreprises françaises comme Michelin, LVMH, Renault, et puis des sociétés de conseil, mais aussi des universités, parce qu'on cherche, comme le ministre l'a mentionné, à avoir des talents et à savoir les acquérir, les former et les développer pour qu'ils contribuent à nos métiers qui sont de plus en plus complexes. Alors, la première question que je me suis posée quand on m'invite à parler de la supply chain, je dis, mais d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par supply chain ? Parce qu'il y a des interprétations extrêmement diverses. Et je voudrais vous proposer ici une petite définition. Alors, vous voyez sur la droite, la supply chain, pour moi, ça part des fournisseurs, quelquefois des fournisseurs de nos fournisseurs, et puis ça va jusqu'au transport, à la distribution, l'e-commerce, et bien sûr le sujet qui nous préoccupe pour ces quelques jours, l'omnicanalité. Et vous voyez que finalement, ce qu'on connaît très bien, c'est la partie logistique, c'est-à-dire l'entreposage et le transport et la distribution. Et on voit bien d'ailleurs que dans les stands qu'il y a à côté, il y a une offre extrêmement dense d'expressistes, de transport, d'infrastructures qui sont si importantes pour la réalisation finale d'une promesse client.
Maintenant, ce qui fait la supply chain, c'est la partie planification, soit de la planification de la production, soit la planification des approvisionnements, la planification des transports et même de l'importation. Et puis, je voulais vous proposer aussi, en introduction, la mutation des supply chain managers au travers des dernières années. Vous voyez, en 2019, nous étions tous des beaux garçons fringants qui pilotaient des supply chains bien huilés. Et puis est arrivée l'année 2020 et la pandémie qui a commencé effectivement à nous toucher, à nous stresser. Et puis en 2021, contre toute attente, les choses ne se sont pas améliorées puisque la pandémie s'est déployée avec des problématiques dans les ports, des problématiques de disponibilité de transport, de disponibilité de personnel, de risques en fait sur la santé des personnes. Et vous voyez qu'en 2022, avec le conflit en Ukraine, le monde a basculé et je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont pu devenir un peu dingues parce que pris dans une série d'injonctions paradoxales où il fallait assurer les livraisons, il faut assurer le commerce, il faut assurer une qualité de service dans un mode économique de coût qui devient juste incompatible avec la réalité du terrain. C'est-à-dire, on manque de matières premières, on manque de chauffeurs, on manque en fait de tout un tas de pièces et on finit dans certaines industries, je pense à l'industrie automobile, à vendre la voiture que je peux fabriquer parce que en fait, je manque de plein de composants, y compris des puces électroniques. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la globalité. Et puis, je pense que nous sommes très attachés sur la supply chain à 4 choses. Il y a 3 choses qui sont historiques, qui sont le service d'abord, le service du client, les coûts d'exécution, donc les coûts de réalisation de la promesse, donc la livraison, l'acquisition du produit par le client, et puis combien il me faut en fait de trésorerie, donc de niveau de stock pour assurer cette promesse et ce coût. Et il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que chaque industrie, chaque typologie de produit a son propre équilibre. Dit autrement, si je suis dans une industrie, je prends l'exemple des pneus chez Michelin, c'est très intéressant parce qu'ils ont des pneus qui servent par exemple aux engins miniers où l'entreprise vend une disponibilité de la machine qui fait des excavations, etc. Et elle est prête à concéder un niveau de stock plus élevé pour avoir une qualité de service irréprochable qui fait partie de son engagement vis-à-vis de ses clients. À l'inverse, elle a des typologies de produits comme le pneu grand tourisme, le pneu de vélo, etc., où elle va plutôt faire pression sur son niveau de stock et de cash, quitte à avoir un aléa de service peut-être un petit peu plus important. Donc chaque entreprise, chaque typologie de produit se règle autour de ces 3-là. À France Supply Chain, on a choisi aussi d'ajouter ce 4e pavé vert qui est la mesure de la durabilité, des rejets de CO2, des consommations d'énergie et d'eau, etc., qui nous préoccupent et dont on voudrait qu'elle soit plus sanctuarisée et qu'elle ne soit pas objet d'arbitrage. Autant on va dire, je veux peut-être un peu plus de stock pour avoir une meilleure qualité de service, etc. Je fais de la livraison rapide, ça coûte plus cher, etc. Mais là, on voudrait en fait que ce soit un pivot pour nous permettre en fait de contribuer massivement au schéma de décarbonation de nos clients, de nos pays. Alors pourquoi on dit ça ? Il y a 2 éléments et je pense que c'est ce qui fait ressortir l'importance de la supply chain en général. Premier chiffre que je vous propose, dans l'industrie manufacturière et dans un certain nombre d'industries, en fait, la supply chain, c'est à peu près 60 à 80% du coût d'un produit.
Et donc, si on le prend dans sa globalité, comme je l'ai décrit, hein, d'accord, depuis l'acquisition, le sourcing, les achats, jusqu'à la livraison, c'est à peu près 60 à 80% de la structure de coût. Il faut que cette structure, elle soit bien huilée pour que l'entreprise soit performante. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on s'intéresse au bilan carbone d'une entreprise, alors là, la supply chain, prise bout en bout, hein, les fameux scopes 1, 2 et 3, c'est plutôt plus de 80, voire 90% du bilan carbone. Et donc là, si ça ne change pas, ben, il n'y a pas grand-chose qui va changer en termes de bilan carbone et d'avancée pour le respect de l'environnement et de la planète. Donc c'est aussi notre contribution parmi nos identifications de ce que l'on cherche à faire au sein de France Supply Chain et de ces réflexions autour de la technologie. Le ministre en parlait, la technologie c'est important, il y en a partout et on y reviendra. Le développement durable, le respect en fait de l'environnement et comment on va essayer d'aller chercher de l'innovation pour être plus performant de ce côté-là. Les ressources humaines, parce que nous sommes une industrie où dominent les hommes et les femmes pour réaliser en fait les opérations. Et donc c'est important d'identifier comment ils travaillent, comment ils sont rémunérés, quels sont les jobs de demain et donc comment aussi on peut former des jeunes pour les attirer vers ces métiers. Alors, je voudrais vous proposer maintenant quelques sujets. Des sujets sur les enjeux et les enjeux vers l'avenir. Alors, c'est compliqué, hein, c'est très difficile. Je n'ai pas de boule de cristal. C'est simplement peut-être d'où je parle, qui est voilà, les 400 entreprises avec lesquelles nous échangeons et peut-être une vision qui va vous paraître peut-être éloignée, peut-être de toutes vos préoccupations. Je vais essayer de coller, puisque j'avoue que je connais très mal le marché et la logistique et la supply chain du pays. Mais il y a peut-être des choses que vous pourrez picorer ici et là, et j'espère que ça pourra vous être utile. Le premier défi global que je voudrais vous proposer, c'est premièrement, si on se situe d'un point de vue assez macroéconomique, d'accord, je vais vous proposer sans arrêt ces espèces de visions. Si je suis au Maroc, je peux faire partie d'une supply chain globale, d'acteurs qui sont peut-être un peu plus lointains. Je peux aussi être un acteur ici qui cherche à exporter peut-être en Afrique. J'ai vu énormément de prestataires là, sous le chapiteau. Donc il y a cette dimension qui est à la fois, je me situe en tant qu'acteur faisant partie d'une chaîne qui est pilotée de façon lointaine, ou bien je suis un acteur ici qui cherche aussi à me déployer mondialement. Et on observe quoi ? C'est que la pandémie nous a fait prendre conscience que les supply chains mondiales étaient en général trop étendues, avec des ramifications à la fois lointaines et très profondes. Et on s'en est aperçu lorsque le premier pays affecté, qui était la Chine, a fermé en fait. Et en fermant, il a fermé l'accès à tout un tas de fabrications, mais aussi à un certain nombre de débouchés. Et puis cette vague qui a progressé en fait depuis la Chine vers tout l'ensemble du monde a provoqué à la fois un choc d'offres et puis un choc de demande. Hein. Donc on a été frappé par ça et on a vu aussi que c'était parfois une mauvaise connaissance aussi. C'est-à-dire que les entreprises avec qui je travaille un peu quotidiennement, j'achète à un fournisseur allemand, mais en fait ce fournisseur allemand dépend pour une matière de ce que je lui achète, parce que je lui achète un espèce de composé. Lui, il est unique et il est fabriqué à un seul endroit dans le monde qui est en Chine. Et ça, aujourd'hui, on a besoin de changer ça pour avoir une meilleure maîtrise en fait, d'où viennent les produits, d'où viennent les éléments que j'achète, etc. Et de revoir un mapping global. C'est ça la vision, c'est d'avoir une vision globale des choses. Vous allez voir que cette vision globale, elle peut, quand je la prends en gros, quand on va revenir sur l'omnicanalité, finalement, quelque part, c'est la même. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir une vision assez précise et globale des choses. Qu'est-ce qui va me
guider aussi, c'est ce qui existe en France, ce qui est en train d'être déployé au niveau européen, ce qui appelle le devoir de vigilance, c'est-à-dire la nécessité pour un acteur, notamment français et européen, d'avoir une responsabilité sur l'ensemble de sa chaîne. C'est-à-dire que quelles sont les conditions sociales, quelles sont les conditions environnementales sur l'ensemble de sa chaîne pour l'ensemble de ses sous-traitants. On n'est jamais parfait. Et on est toujours susceptible de se faire prendre. Et donc, c'est un effort constant qu'il faut déployer. Et puis aussi, avoir des efforts de ce qu'on appelle les network design, c'est-à-dire repenser là où vont être mes sources, la fabrication, ou bien mes sources d'achat, et puis où est-ce que je vais mettre mes entrepôts pour mieux mapper mon territoire. C'est un bon vieux problème mathématique pour savoir, en fait, pour livrer mes clients en temps et en heure, avec un certain niveau de coût, j'ai besoin de combien d'usines, combien d'entrepôts répartis sur un territoire, qui peut être un pays ou qui peut être finalement sur le globe. Au passage, c'est un nouveau métier qui apparaît dans certaines grosses entreprises multinationales que d'avoir des équipes qui, en fait, pilotent cette description de mon architecture logistique au niveau mondial. Et vous voyez, en fait, un certain nombre d'initiatives que l'on voit qui apparaissent sur la mise en place de blockchain, la mise en place de nouveaux network design qui vont non seulement répondre à la question coût-délai, mais qui vont aussi répondre à la question, au fait, ma nouvelle solution, elle émet combien de CO2 ? Et puis, ça va contribuer au schéma de réindustrialisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va raccourcir les chaînes pour avoir, en fait, finalement, des outils de production qui sont plus proches de l'endroit où on va aller consommer. D'accord ? Alors, on a, maintenant que j'ai fait une description globale, je vais parcourir la chaîne d'amont en aval. Et donc, je me mets en amont, et le défi, c'est le sourcing dans ce monde qui change et la traçabilité. Et on voit que ce monde qui change, il s'oriente vers un monde en fait de pénurie. On le voit aujourd'hui encore. On a vu ça au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec un pays qui fabrique énormément, agriculturalement, c'était le tournesol, l'huile de tournesol, etc., avec des vraies pénuries qui se sont vues jour, mais aussi, en fait, des disruptions ici et là qui font que certaines matières premières manquent. Je parlais à l'instant des ruptures sur les puces électroniques. En fait, on voit que les rapports s'inversent entre les clients et les fournisseurs. Petit à petit, c'est de moins en moins les clients qui dominent, ça paraît paradoxal, mais sur certaines sources de produits, c'est le fournisseur qui en vient à choisir ses clients. Et donc, c'est une invitation aussi à repenser les choses, où on n'est pas uniquement dans un bras de fer, mais à une vraie collaboration entre les clients et les fournisseurs, notamment sur l'innovation. Je voudrais vous proposer aussi en aval, maintenant, une vision, alors je ne sais pas si je vais y arriver, voilà, sur quelques défis en aval. En aval, sur la chaîne de distribution, on a bien sûr l'omnicanalité, et je vais en parler un peu plus avant. On a une exigence de réduction des délais par nos clients. C'est incroyable. On veut tout de suite. On est passé du just-in-time en no-time. Donc, on a des prestations de livraison extrêmement agressives en très peu de temps, qui sont paradoxales par rapport à nos respects de l'environnement, rejet de CO2, etc. La problématique de la livraison urbaine, la personnalisation, c'est-à-dire que j'achète un téléphone et je veux qu'il y ait peut-être mon nom dessus, je veux une couleur particulière, et donc ça se différencie en fait quelquefois au dernier moment. C'est la chaîne logistique qui est contributive. L'industrie fabrique des produits standards et elle vient après différencier les produits en aval de la chaîne. Et puis, bien sûr, une sacro-sainte traçabilité.
Alors, on voit aussi qu'en aval, on doit commencer à regarder la prise en compte d'un cycle global, d'un cycle où on va se dire, je distribue un produit, mais comment est-ce qu'il va être recyclé? Quelle est la fin de vie de ce produit? Comment est-ce qu'on va déployer aussi des services et des moyens pour pallier à ce problème, qu'on n'ait pas des cycles de déchets, des empilements de déchets, et qu'on n'ait pas non plus aussi une obsolescence programmée trop rapide, et donc d'être capable en fait de gérer en fait le cycle de vie global du produit. Mais je voudrais venir au cœur du sujet sur l'omnicanalité. Sur l'omnicanalité, c'est très important. Je pense que l'introduction de Monsieur le ministre a été excellente, puisqu'en fait, il a parlé de technologie et d'infrastructure. Le défi de l'omnicanalité, c'est une visibilité complète des stocks. C'est de répondre et un petit peu à ces 3 points. Ça veut dire que je vais avoir des entrepôts avec des processus multiples. Autrement dit, j'ai un entrepôt qui manipule des palettes, qui manipule des cartons, qui manipule des unités. Et puisque si je veux servir un client, je vais lui servir de l'unité. Mais je vais aussi servir des magasins et je vais le servir avec des cartons ou des palettes ou des rôles ou ce qu'on voudra, mais de façon un petit peu plus massifiée. Et en fait, avant de passer à l'omnicanalité, pour atteindre cette vision du client qui veut commander anytime, anywhere, avec n'importe quel moyen, en fait, il va falloir avoir cette vision du stock. Donc c'est une première problématique qui est une problématique de données, qui est une problématique de système. Où est mon stock? Mon stock est-il en centrale, dans un entrepôt? Est-ce qu'il est dans mes magasins? Est-ce que j'en ai une visibilité suffisamment précise? Est-ce que j'en ai une visibilité en temps réel pour me permettre de faire des arbitrages? Nous voyons chez certaines enseignes, en particulier, moi j'ai une expérience dans le textile, où en fait on a utilisé une solution logicielle, dont je vais taire le nom, je ne vais pas faire de publicité ici, mais une solution qui permet de voir en fait l'ensemble du stock, et dans les magasins comme en centrale. Ça a plusieurs atouts et plusieurs intérêts. L'intérêt, c'est en textile, on a plusieurs vagues. On peut avoir 2 saisons, par exemple hiver, été, et que bien entendu, quand je passe de l'hiver à l'été, il faut que je fasse dégager l'hiver pour faire de la place et apporter des produits d'été. Et je peux donc avoir cette vision d'un seul stock et dire, eh bien en fait, ce sont les magasins qui vont livrer mes clients pour les vider en fait. Donc si je reçois une commande Internet, cette commande Internet peut être exécutée soit depuis mon entrepôt, soit depuis un magasin, le plus proche possible du client, et je vais vider en fait ce magasin. De la même manière, si un client se présente dans un magasin, qu'il veut un article, je ne l'ai pas dans ce magasin, je peux choisir qu'il vienne d'un autre magasin voisin, je peux choisir qu'il vienne de l'entrepôt central. Mais ça suppose bien d'avoir cette vision détaillée, précise, temps réel. Ce qui est un vrai exercice. C'est un vrai challenge. Donc ça, c'est une première vision. Mais la deuxième vision, il ne faut pas rester simplement dans l'éther avec des systèmes et des choses merveilleuses. Il va falloir que ça se traduise concrètement par une offre de services physiques. Donc, est-ce que j'ai des expressistes? Est-ce que j'ai des gens capables de rayonner autour de mes magasins? Est-ce que j'ai les bons prestataires capables de, en fait, m'aider à réaliser cette promesse que je fais à mes clients? Vous pouvez venir chez moi, vous pouvez commander sur Internet, ça peut vous être livré dans un magasin, où vous passez devant quand vous allez au bureau ou quand vous rentrez chez vous, etc. Donc, il y a tout cet aspect qui doit, en fait, s'imbriquer, et c'est une question à la fois de système et d'infrastructure. Et en termes d'infrastructure, on voit aussi qu'on a un défi, qui est qu'il faut 3 fois plus de place pour préparer un colis en e-commerce,
donc un colis B2C, qu'une préparation pour un magasin. Donc j'ai une problématique d'infrastructure déjà aussi au niveau de mes entrepôts pour être capable d'avoir cette place qui va me permettre en fait de réaliser cette promesse. Sur le développement durable, je pense que si on regarde à l'avenir, en fait, c'est effectivement maintenant qu'il faut commencer à se remuer, et on voit que l'Union européenne fait une pression considérable sur l'ensemble de ces entreprises. Elle prend le sujet très très en amont, au sens où c'est avec les déclarations qu'on va avoir, là, l'acronyme CSRD, qui est une déclaration faite par chaque entreprise, et en plus, dans le temps, ça va toucher toutes les entreprises, même de plus en plus petites, qui ne pourront pas obtenir de financement si elles n'ont pas la preuve qu'elles ont une démarche, qu'elles sont en amélioration, etc., et qu'elles atteignent un certain niveau. Donc en fait, ça n'est plus un espèce d'objet de discussion, c'est maintenant un objet d'action et d'action impérative. Et donc on voit que, bien sûr, c'est un impact global de décarbonation, ça a un impact sur nos produits, comment est-ce qu'ils sont conçus, et puis c'est des supply chains qui doivent se repenser, notamment sur déjà aussi un problème d'infrastructure. Est-ce que mes entrepôts vont être capables de générer de l'énergie, des bâtiments à énergie positive? Je lisais que vraiment dans le pays ici, il y a une opportunité incroyable. On l'a vu tout à l'heure, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de capacité à générer de l'énergie avec des panneaux photovoltaïques pour subvenir en fait à une énergie nécessaire dans les entrepôts, comme pour fabriquer de l'hydrogène ou autre, et être capable en fait d'avoir des transports décarbonés ou d'avoir de l'électricité qui est, je crois que la ferme, il y a une ferme dans le sud du pays, une ferme photovoltaïque qui sort une électricité moins chère au mégawattheure que les réacteurs nucléaires français, qui sont pourtant connus comme étant assez bas. Et je pense que c'est une vraie opportunité aussi pour le Maroc. Et on voit aussi qu'il y a de vraies tendances à pratiquer le pooling, donc, qui est un enjeu demain pour les transports, y compris pour la logistique urbaine, qui va être très importante à mesure que va se développer l'omnicanalité, que se développe l'e-commerce. La logique de pooling va être aussi très importante en ville pour éviter d'avoir une congestion massive en fait, des espaces par des petites camionnettes, par des camions, par des transports. Enfin, je voudrais attirer votre attention, j'en ai parlé, c'est sûr que nous sommes devant une industrie la logistique, qui utilise beaucoup de main-d'œuvre et qui est un fantastique terrain de formation et de responsabilisation et puis de développement des personnes. Alors, c'est un métier aussi qui se développe vers plus de technologie et qui finalement fait une montée en gamme des postes qui sont proposés. Très souvent, on a une vision, je dirais, un petit peu simpliste. Voilà, c'est l'entrepôt et c'est assez simple. Il y a des racks, il y a des colis, il y a des palettes à manipuler. Aujourd'hui, quand on se déploie en B2C, comme je le mentionnais au niveau même de l'omnicanalité, vous avez une multiplicité des process à l'intérieur d'un entrepôt qui font que l'entrepôt devient une véritable usine. Et pour ceux qui travaillent dans des entreprises et qui ont besoin d'obtenir de l'argent d'investissement de par leur conseil d'administration, leurs actionnaires, etc., je vais vous donner un petit truc. Plutôt que de dire « je veux investir dans mon entrepôt » où les oreilles se ferment, les gens regardent par terre en disant « j'ai pas tellement envie de mettre de l'argent dedans ». Dès l'instant où vous allez parler de fulfillment factory, pour parler en anglais, ou bien d'usine logistique, alors tous les oreilles s'ouvrent, on me parle d'usine. Or, la réalité, c'est que ça devient des usines. Ça devient des usines qui sont quelquefois plus compliquées à ordonnancer qu'une usine.
avec la multiplicité des flux. Et viennent maintenant, en fait, des robots, viennent des cobots qui travaillent avec l'homme et qui l'aident, en fait, dans ses tâches. Et ce sont effectivement tout ça une montée en gamme, tant du point de vue des logiciels que du point de vue de la partie un petit peu plus hard, de manipulation, de palettisation et d'automatisme. Sur la technologie, j'y venais, elle est partout. Elle est vraiment partout. Et aujourd'hui, dans notre réflexion à France Supply Chain, on avait ce qu'on appelle des labs, des laboratoires, qui sont en fait des groupements de spécialistes qui échangent. On avait une qui s'appelait mécanisation et l'autre qui s'appelait digital. Et en fait, on a appelé ça digital et technologie en fusionnant, parce que maintenant, en fait, on voit bien que c'est la technologie qui pilote les automates. C'est la technologie, la donnée qui pilote aussi la performance des outils logistiques. Et donc, on a besoin de la valoriser. Et aussi, et c'est vrai à la fois pour la technologie comme c'est vrai pour le développement durable, la réponse est parfois en dehors du cadre et dans la collaboration. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se regrouper. Je ne sais pas si Logismed a des suivis après, comme ça arrive quelquefois dans certaines expositions ou réunions comme cela, où en fait les gens ont fait connaissance et continuent à échanger entre eux sur leurs pratiques, sur leur expérience de certains services, de certains outils, de certains logiciels pour progresser ensemble dans la maîtrise. Alors en guise de conclusion, puisque j'ai bien conscience que je suis le rempart entre vous et un peu de restauration, je vous invite à lire ce texte en anglais qui est assez chouette, qui est le métier de supply chain manager. En fait, on manipule beaucoup de données qui n'est pas fiable. Et pourtant, on doit faire un boulot impeccable. Je parlais avec l'omnicanalité de Sans Couture, c'est vraiment très difficile. Et c'est vraiment très difficile parce qu'il y a beaucoup d'aléas et on ne maîtrise pas tout. On a besoin de la technologie pour nous aider à prendre les bonnes décisions, mais cette technologie ne nous donnera pas de bonnes décisions si on n'a pas de bonnes données. Et la donnée doit être vraiment nettoyée, elle doit être standardisée, et de manière à ce que les outils qui sont déployés, que ce soit de l'algorithmique ou de l'intelligence artificielle, pour nous permettre de prendre ces bonnes décisions, c'est à la base de bonnes données. Et puis aussi, j'ajouterais de gros bon sens, parce que c'est aussi l'expérience qui peut parler de chacun et chacune d'entre nous. Alors, juste 5 choses à retenir. Je pense que les supply chains, de plus en plus, vont être construites et centralisées autour du client. On parle beaucoup, je lis dans la presse des trucs qui me font quelquefois sursauter, il faut éduquer le client. Ça n'existe pas dans le commerce d'éduquer le client. C'est le client c'est lui, il vote avec sa carte bleue, avec son argent, et on n'a pas à l'éduquer. Il faut le séduire, il faut le servir, et il faut s'organiser pour le servir le mieux possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres contraintes sur lesquelles le client doit être informé. On ne va pas l'éduquer, mais on va l'informer. On va l'informer de ce qu'on fait. On va l'informer de combien ça coûte, éventuellement, de faire telle ou telle chose. Combien ça rejette de CO2 pour faire telle ou telle chose. Et après, c'est à lui de choisir. Et il doit être placé au cœur parce que c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je passe rapidement sur la tarte à la crème qui est la résilience, mais la résilience, c'est quand même quelque chose que nous avons appris souvent de manière difficile ces dernières années. Et c'est vrai que Ali, nous et vous applaudissez, et je pense que c'est juste parce que on est passés tous dans le monde entier, dans des phases très difficiles, et pourtant, la logistique, les supply chains fonctionnent. Elles se sont pas complètement cassées la figure. Elles doivent avoir un impact positif, ne serait-ce que parce que, comme je le disais, elles représentent une part excessivement importante du bilan carbone des entreprises, et que comme c'est quelque chose qui va nous être, quelque part, à la fois imposé réglementairement, mais imposé par ce qui se passe en fait au niveau du climat et des
des différents stress sur les disponibilités de matières premières, à commencer par l'eau, mais je pense qu'on aura mal d'abord à la pénurie, par exemple sur le cuivre, parce qu'on a beaucoup d'électrification, on a besoin d'avoir de plus en plus de cuivre, et que d'ici 2030, il va manquer 50 millions de tonnes de cuivre. On aura mal d'abord à ça, avant même d'avoir trop chaud. Mais je pense que c'est un sujet qui est très important, que nous construisions des outils qui aient un impact positif pour l'environnement, positif pour les personnes qui y travaillent, positif bien sûr pour les clients. Ça suppose beaucoup de collaboration. J'ai été très étonné, et puisque c'est un homme qui a la double nationalité, Mohamed Marfouk, qui est le patron des opérations de LVMH, me disait, mais personne ne peut répondre aux questions de performance et de développement durable seul. Je dis, mais comment c'est possible? Toi, chez LVMH, vous êtes plein d'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et il m'a dit, bien figure-toi que non. Je pense qu'on sera plus efficace si on collabore ensemble. Il m'a cité un exemple. Il m'a dit, voilà, il y a des magasins Sephora pour LVMH un peu partout. Si je fais du recyclage de mes mobiliers, de mes formes plastiques, etc., tout seul, je ne vais pas remplir forcément toutes mes tournées, je ne vais pas le faire bien. Si je m'allie avec le groupe Rocher, si je m'allie avec Marionneau, avec d'autres enseignes de parfumerie, eh bien, on fera un job plus complet, plus optimisé. Et c'est un exemple comme un autre, mais qui montre bien que les solutions vont venir d'une collaboration entre nous. Et enfin, des talents. Eh bien, des talents, on va en avoir besoin de plus en plus parce que le niveau de nos jobs sont de plus en plus élevés, mais aussi parce que les défis qui nous préoccupent, on a parlé de l'omnicanalité, on a parlé de la durabilité, on a parlé de la performance, sont de plus en plus prégnants et on a besoin de talents. Moi, lorsque j'ai commencé dans ce métier, dans un opérateur logistique, à un moment, les choses étaient difficiles, etc. Et les gens me regardent en disant, mais toi, pourtant, tu as fait des grandes études. Pourquoi tu es là? Nous, c'est normal, on n'a pas fait d'études. Je pense que les choses doivent changer et se donner du mal, là aussi, pour montrer que d'abord, on peut avoir, comme c'est mon cas, humblement, après plus de 40 ans de boulot dans ce secteur, de m'être réalisé, d'avoir eu beaucoup de passion autour de tout ce que j'ai pu faire et de continuer à en avoir pour faire des choses encore à l'avenir, mais de se dire, bah oui, il faut attirer des jeunes parce qu'on a besoin de ces talents, parce que c'est leur monde et qu'on a besoin, en tant qu'ancien aussi, de se faire remuer, je crois. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je suis arrivé à la fin et je voudrais vous remercier de votre écoute. Merci beaucoup, mon cher Yann. Avant d'oublier, je voudrais dire que au sein de France Supply Chain, que préside Yann de Feraudy, a été créée une structure France Supply Chain internationale. Dont l'objectif, c'est de mettre en place un réseau international dans différents continents qui permettent aux professionnels de la supply chain d'échanger. Et tout à l'heure, tu as parlé d'échanges, de bonnes pratiques, etc. Et au niveau du continent africain, le Maroc a été la première étape, puisqu'on a créé Maroc Supply Chain. Voilà, je voulais absolument dire et vous remercier de nous avoir un peu embarqués dans ce réseau, parce que ça nous permet vraiment d'échanger, mais aussi d'apprendre beaucoup de choses. Tout à l'heure, je crois que je vais donner la parole à la salle. Je sais qu'il y a pas mal de questions qui se préparent, mais pour vous permettre de les structurer dans votre tête, Yann, vous venez de dire que c'est un métier où se développe de plus en plus de technologies. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est-à-dire quelles sont les innovations qui vous marquent? Alors,
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, c'est les outils qui sont des outils dits de goods to man. Hein, donc, les fameux petits robots qui ont été au départ inventés par Amazon, il faut le dire, et qui maintenant sont repris par énormément d'acteurs, où en fait, une des difficultés opérationnelles dans le B2C, hein, c'est d'aller chercher un article individuel et puis de le mettre dans un colis qui va être expédié. Si, bien sûr, il y a cette logique ABC du stock, elle est assez universelle, on va aller assez vite dans les premiers, voilà, dans les A et B, on n'a pas trop de soucis. Mais généralement, sur un site e-commerce, les clients tapent dans n'importe quel type d'article. Et il y a toujours un article qui, lui, ne tourne pas beaucoup, mais qui est dans un colis 2, 3, 4. Et c'est celui-là qui va coûter horriblement cher. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'arrivée de ce type d'outils qui vont faire arriver une étagère pour que, en fait, la personne qui fait le picking n'a pas besoin de se déplacer. Et en fait, on ne la paye pas pour se déplacer, mais on la paye pour, en fait, prendre les articles qui lui sont apportés. Et ça, je pense que c'est un truc qui a énormément changé la donne à l'intérieur des entrepôts. Et puis, voilà, après, il y a le fait que, globalement, le WMS, hein, le Warehouse Management System, est de moins en moins un gestionnaire de stock, parce qu'on va dire, bon, ça c'est la base quand même, mais il est aussi un instrument pour construire et piloter des processus. Et donc la performance en fait de l'entrepôt en général. Très bien. Et aujourd'hui, j'ai dit que Logismed fête ses 10 ans. Et si on projette dans les 10 années à venir, je ne sais pas si je ne serai pas là, je ne serai pas là encore. Je ne sais pas s'ils veulent de moi encore. Mais supposons qu'on se retrouve et qu'on vous invite dans 10 ans dans un Logismed. Comment vous imaginez un peu ce secteur à l'horizon 2033 ? Là, ça, c'est vraiment une colle. Hein. C'est vraiment une colle. Moi, je pense que, d'abord, on aura des... Je pense que, comme je le mentionnais, on aura des outils, des entrepôts qui seront des lieux, en fait, vraiment de fabrication d'énergie. Et pour leurs besoins propres, mais aussi, on commence à voir des projets qui sont en fait des outils qui seront aussi au service de communautés. Donc, je fabrique de l'électricité. Comme je ne peux pas la stocker valablement très très longtemps, je vais peut-être fabriquer un peu d'hydrogène. Et puis, comme en 2033, il y a pas mal d'endroits où on n'aura plus le droit de rouler ou de fabriquer, on aura du mal. Alors, à avoir des véhicules avec de l'énergie fossile, où ça coûtera beaucoup trop cher, eh bien, on aura peut-être la possibilité aussi d'avoir des endroits où on vient se resservir, et ce sont des outils qui sont au service de la communauté et qui vont faire de l'infrastructure. Et qui vont être des endroits où, en fait, les camions pourront se déplacer d'un point à un autre, comme ça. Alors, c'est une vision très futuriste, je l'admets, je ne sais absolument pas ce que ça pourra donner. Je pense aussi que, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, et c'est peut-être carrément iconoclaste par rapport à ce qu'on voit, je parlais de commander partout, en zéro temps, etc. En 2019, j'ai assisté à une conférence à Montréal, et il y avait une dame qui était la responsable des transports de la ville de San Francisco. Et cette dame nous a dit, vous savez que la ville de San Francisco, un jour, devra faire le choix entre la livraison en 30 minutes du chicken burrito que je commande pour le film de la soirée et la livraison du médicament qui sauve. Il n'y aura pas assez de place pour tout ça. Et donc, je pense, en tout cas je l'espère, que nous deviendrons collectivement, parce que là, il va falloir que ça vienne des clients, comme je le disais, plus raisonnables dans notre manière de consommer et de consommer de la logistique.
Et peut-être d'accepter que je peux peut-être attendre 2 jours pour avoir, non pas mon chicken burrito, mais je peux peut-être attendre 2 jours pour commander, je sais pas moi, la vitre pour protéger mon téléphone portable ou autre chose. Je peux peut-être attendre un petit peu pour que ce soit moins gourmand en énergie, en transport, etc. Et on sera peut-être devenu plus raisonnable en 2033. Merci. En tout cas, sachez que Yann va nous quitter tout à l'heure. Je ne voudrais pas abuser, mais en tout cas, si j'ai bien compris, vous nous laissez un message. Soyez collaboratifs. Ah ben c'est très clair. Moi, c'est quelque chose qui me ravit dans cette association France Supply Chain, parce que pourtant, il y a un certain nombre de gens qui sont concurrents. Hein, il y a effectivement des gens dans la cosmétique qui sont concurrents. Il y a des transporteurs qui sont concurrents. Bon. Et puis, il y a des clients et des fournisseurs, il y a des consultants, il y a des sous-traitants de logistique par rapport aux chargeurs, il y a toutes ces spécialités qui sont là, et tout le monde collabore. Et tout le monde passe du temps à échanger dans une vision assez non commerciale, en réalité, mais très professionnelle pour s'aider. Alors, il y a des lois sur lesquelles on ne doit pas échanger de l'information pour nuire à la compétition, ça c'est très clair. Mais en revanche, s'aider, c'est vraiment un des maîtres mots, et collaborer justement pour innover et trouver des solutions pour une meilleure efficacité globale. Merci. Si tu permets, on va prendre 2-3 questions de la salle. Mohamed, voilà, de l'ONCF, voilà le micro. Je me présente, Mohamed Obrahim, je suis directeur commercial marchandises au sein de l'Office national du chemin de fer. Je voudrais tout d'abord remercier Yann de la présentation très complète et riche d'informations. Alors, j'ai 2 petites questions en réalité. Donc, la première question, c'est par rapport à la responsabilité de la chaîne logistique. Comment justement, les chaînes logistiques aujourd'hui sont internationales, étendues, comment peut-on justement avoir cette responsabilité sur toute la chaîne? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a une phrase qui m'a vraiment frappé, c'est quand vous dites le fournisseur qui choisit ses clients. C'est contre le principe commercial, c'est-à-dire le client au centre de l'intérêt, et les séries partent tout le monde. On parle aujourd'hui des fournisseurs qui choisissent les clients. Comment justement limiter cet impact et comment justement renverser, essayer un petit peu de voir le client au centre de l'intérêt, comment justement limiter cette emprise des fournisseurs sur les clients. Voilà, merci. Alors, la première question, c'était juste... Responsabilité de l'achat logistique. Alors, la responsabilité sur l'ensemble de la logistique, alors, j'ai envie de dire, d'abord, il y a une responsabilité de par la loi, en tout cas pour les sociétés aujourd'hui françaises d'une certaine taille, plus de 5000 salariés, et puis au niveau de l'Union européenne, où il y a maintenant cette loi aussi qui s'impose, en disant vous êtes responsable. Et c'est une responsabilité qui date, donc vous savez, il y a eu un drame au Pakistan dans une fabrique de textiles, où une partie de l'immeuble qui s'est effondrée en fait sur les salariés, et c'était des sous-traitants de la grande distribution française. Et c'est comme ça que le gouvernement français a dit mais ça, on ne peut pas accepter que nos entreprises en fait se comportent comme cela. Et je pense à ça parce que j'ai lu, avant de venir, quand Ali m'a proposé, j'ai commencé à faire des lectures, etc., assidues, notamment sur l'économie marocaine, où il y a aussi tout un tas de sous-traitants, en fait, à Tanger de l'industrie textile, et où il y a une pression sur les donneurs d'ordre européens pour respecter un certain nombre de choses. Donc, en fait, ce qui me semble bien, c'est que soit on a des dirigeants qui ont une certaine éthique professionnelle et qui vont se dire, pour me regarder dans la glace quand je me rase le matin, j'ai quand même intérêt à être sur mes 2 pieds et dire, voilà, je respecte ça, j'impose cela.
Et puis, il y a quand même la tentation toujours de trouver un raccourci parce que ça va être moins cher, parce que c'est la concurrence. Et donc, c'est plutôt pas mal que les pouvoirs publics se saisissent de cela pour dire « vous devez faire attention ». C'est super important. Et donc, ça veut dire que, pour répondre aussi à votre question, ça veut dire qu'il faut staffer dans les équipes des gens dont c'est le métier, notamment aux achats, en fait, pour que, lorsque on référence des fournisseurs à l'étranger, des sous-traitants, etc., on vérifie qu'ils respectent non pas simplement le cahier des charges opérationnel et économique, mais le cahier des charges social, environnemental, etc. Et ça, c'est très important de mandater les achats aussi autour de ça. C'est-à-dire que c'est eux qui font rentrer en fait le partenaire dans le système. Alors après, évidemment, on voit qu'il y a ce jeu-là. Hein, donc nos fournisseurs, pour certains biens, qui vont dire... Enfin, moi, je l'ai vu, hein, et je l'ai même senti, je peux vous dire. C'est-à-dire que d'acheter, par exemple, en matière cosmétique, on achète quelquefois des préparations chimiques, des composants, etc., des formules, et on voit chez certains gros acteurs de la chimie, allemands, par exemple, dire ça, je ne vais pas en avoir assez. Bon. Et donc, de dire, attendez, comment on fait alors, le prix a augmenté de 30%, monsieur. Ouais, mais ça ne va pas être possible. Moi, je n'accepte pas. Dites-moi vite, parce que j'ai le suivant derrière. C'est en ça que, vous voyez, ça se déséquilibre très fortement. Bon. Et comment est-ce qu'ils vont choisir aussi comment est-ce que moi, en tant que client, je vais pouvoir aussi tirer mon épingle du jeu? Je reviens sur mon histoire de collaboration. Il faut partager de la donnée, en fait. Je vais partager avec des fournisseurs mon plan de production, ma demande, ce qui vient devant, pour lui permettre de s'organiser. Et s'il s'organise mieux, lui, il va être plus performant, et je peux aussi lui concéder peut-être plus de marge, finalement, et je vais devenir plus attractif. Mais, vous voyez, ça passe encore une fois par de la collaboration et de la technologie pour être capable de dire, voilà comment je vais vous inclure dans mon écosystème. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu étais tellement clair que... Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ta participation. Merci à vous aussi. Et on se retrouve à 15h pour la première table ronde de cette édition. À tout à l'heure. Merci.